Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France a subi de graves destructions. La guerre finie, il a fallu reconstruire les maisons détruites et en construire d'autres pour loger tous les Français. Pour faire vite, la première solution trouvée a été de construire d'énormes immeubles pour y loger le plus grand nombre possible de personnes. Comme la population de la France augmentait toujours, il a fallu construire d'autres maisons, d'autres appartements. C'est ainsi qu'à la périphérie des grandes villes sont sortis de terre de nouveaux quartiers qui sont de véritables villes. Malheureusement, la vie dans ces grands ensembles est triste. On a pensé à construire des maisons, ce qui était effectivement le plus urgent, mais on n'a pas toujours pensé à l'esthétique des constructions, ni à rendre agréables les conditions de vie. Quelques tentatives ont été faites pour rendre un peu moins laids les nouveaux immeubles. La ligne courbe remplace çà et là la ligne droite. Des immeubles en forme de tour remplacent les volumes carrés ou rectangulaires. Dans certains cas même, on essaye de rendre plus agréables les grandes constructions en variant les couleurs des façades. La plupart des grands immeubles que nous avons vus sont laids, mais il n'est pas toujours agréable d'habiter dans les nouvelles villes de la banlieue, c'est-à-dire de la périphérie, où toutes les maisons se ressemblent et où les espaces verts, les arbres, les parcs n'existent pratiquement pas. Mais nous verrons les solutions que l'urbanisme a trouvées à ce problème. Vous vous rappelez la maison des parents d'Hélène que nous avons vue il y a quelques semaines? Oui, cet énorme immeuble où il y avait 3 ou 4 escaliers et où Jean a fini par se perdre. À moi, personnellement, cette maison m'a semblé très laide. Oh, à moi aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé de vous parler aujourd'hui des problèmes du logement en France. Le logement, c'est la maison, l'appartement où on loge, c'est-à-dire où l'on habite. En effet, ce que l'on appelle en Italie la riforma della casa, i problemi della casa, s'appelle la réforme, les problèmes du logement. Et dans l'émission précédente,
nous avons vu Jean et Hélène dans un chantier à la recherche d'un monsieur Gavotte, architecte. Et c'est pour cela que, en plus des problèmes du logement, nous avons décidé de vous parler des problèmes de l'architecture et de l'urbanisme. Mais rassurez-vous, nous n'allons pas vous faire un exposé technique. Nous vous montrerons, comme d'habitude, des images dans le film. Et pour commencer, nous vous parlerons d'un architecte très célèbre en France, Le Corbusier. Pourquoi Le Corbusier? Eh bien, parce que Le Corbusier a eu une grande influence et que ses idées ont fait école. Regardez, cette église est une œuvre célèbre de Le Corbusier. Voici la même église photographiée sous un angle différent. Cette célèbre église se trouve à Ronchamp, dans l'est de la France. Mais Le Corbusier n'a pas construit seulement des églises. Non, en ce qui concerne les unités d'habitation, Le Corbusier avait des idées très précises. Regardez. Un logement, disait Le Corbusier, n'est pas seulement un toit sous lequel on s'abrite, mais un lieu dans lequel on doit vivre. Pour bien vivre dans un logement, il faut construire les maisons selon certains critères. Il faut que le logement soit fonctionnel 24 heures sur 24. Le Corbusier résume ainsi sa théorie. Le soleil, l'espace et la verdure sont ce qu'il appelle les conditions de nature, dont l'architecte doit tenir compte pour construire des logements où il est agréable de vivre. Les premières habitations qu'il construit tiennent compte de ces idées. Mais le développement des villes exige d'autres solutions que la construction de petites villas privées. Alors Le Corbusier construit à Marseille la Cité radieuse. Cet immeuble géant, construit il y a plus de 20 ans, occupe un espace limité, mais contient, à l'intérieur, tous les services nécessaires à la vie d'une petite ville. Une petite ville de 337 appartements. Au dernier étage de cette petite ville se trouve l'école maternelle pour les enfants des familles qui vivent dans l'immeuble. La cour de récréation, le terrain de jeu de tous ces enfants, se trouve non pas dans la rue, mais sur le toit de l'immeuble, le plus près possible du soleil. Les enfants de la Cité radieuse de Marseille semblent reconnaissants à Le Corbusier de leur avoir construit cette terrasse terrain de jeu. Mais ce style de vie collectiviste dans les cités verticales rencontre beaucoup de résistance.
Les Français préfèrent et recherchent un mode de vie dans lequel ils sont, ou se croient, plus libres, c'est-à-dire la vie individuelle dans des maisons plus petites, en contact avec la nature. Mais dans les grandes villes, la solution individuelle n'est pas possible. Les villes continuent de s'agrandir vers les périphéries, où on essaie de résoudre les problèmes d'espace en tenant compte de l'esprit individualiste des Français. Ici, près de Paris, à 14 km des Champs-Élysées, une petite ville de 6000 habitants a été construite. C'est le quartier de Marly-le-Roi. Des parkings extérieurs sont réservés aux voitures. À l'intérieur de l'agglomération, la circulation automobile est interdite. L'espace est réservé à la promenade, aux jeux des enfants, au sport et au repos. Tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne des habitants est concentré sur un espace de 3 hectares. Un supermarché où l'on trouve de tout, une boucherie pour la viande, une teinturerie pour le nettoyage des vêtements, une librairie, un bureau de tabac, un marchand de journaux, une pharmacie, et naturellement l'école. À Marly-le-Roi, 2 groupes scolaires accueillent en priorité les 2000 enfants de ce quartier parisien. Ah non, non, les chiens ne sont pas admis. D'autres agglomérations résidentielles naissent ainsi autour des grandes villes. Les logements non plus ne sont pas négligés. Un logement, comme disait Le Corbusier, est un lieu où l'on doit vivre. Et les architectes s'efforcent d'y rendre la vie agréable. Mais les architectes ont d'autres problèmes à résoudre. Faire coexister, à l'intérieur des villes, l'architecture moderne, essentiellement fonctionnelle, et les monuments anciens, témoignages d'art des siècles passés. Dans ce domaine aussi, Le Corbusier avait des idées précises. Elles étaient plutôt radicales, catégoriques. Regardez comment il pensait transformer Paris. Tout commentaire est superflu. Paris n'a pas eu l'audace d'adopter les plans de Le Corbusier. La ville se transforme quand même. Les critères suivis sont surtout des critères d'efficacité utilitaire. Les anciennes halles, i mercati generali, qui encombraient le centre de la ville, ont été démolies et reconstruites loin du centre, dans la banlieue, à Rungis.
L'ancien quartier de Montparnasse, lui aussi, a été démoli. Et à l'emplacement des vieilles maisons, s'élèvent maintenant les gratte-ciels de verre et de fer. À l'autre extrémité de Paris, au-delà de l'Arc de Triomphe, dans le prolongement des Champs-Élysées, un autre quartier est en construction. C'est le quartier de la Défense, nouveau centre d'affaires de la capitale. Ces nouvelles constructions résolument modernes sont pourtant de belles constructions. En effet, aujourd'hui, l'architecture moderne est elle aussi devenue une œuvre d'art, sans cesser pour cela d'être fonctionnelle. Certains ensembles architecturaux modernes peuvent encore heurter le sens artistique de certains d'entre nous. Est-ce que cette nouvelle ville, récemment édifiée sur les bords de la Méditerranée, est belle ? À vous de juger, en pensant à ce que seront peut-être les villes de demain.